qu'on se mette d'accord dès le départ. L'analyse qui va suivre aujourd'hui découle de ma propre réflexion, de ma propre expérience et expertise professionnelle. En gros, ça n'engage que moi. Je préfère vraiment qu'on se mette d'accord dès le départ pour être sûr et certain de ne heurter personne. Ce que je vais te demander pour l'analyse du jour, en plus de l'aspect factuel de la chose, c'est de faire preuve également d'un esprit d'analyse philosophique. Parce que traiter ce sujet en omettant l'aspect philosophique de la chose serait une grave erreur. Alors du coup, d'où viennent toutes ces idéologies, toutes ces théories? Elles viennent avant tout et surtout de la Silicon Valley, notamment de certaines entreprises comme Google et Zappos qui ont été les pionnières dans toutes ces théories et ces idéologies du management à la cool, du bonheur, du bien-être des salariés, et qui ont vanté ces soi-disant effets bénéfiques sur la productivité des équipes et donc sur la rentabilité de ces sociétés. Et ça a tout de suite attiré l'attention, bien évidemment, de certains des plus grands cabinets de conseil et de consulting qui ont flairé le bon filon. À savoir aussi que, bien évidemment, ces cabinets de consulting interagissaient déjà avec ces sociétés-là. C'est un échange de bons procédés. Mais ils ont flairé le filon quant au fait de faire en sorte de pousser toutes ces théories managériales et toutes ces théories, ces idéologies dans la plupart des grandes sociétés et des multinationales. D'ailleurs, j'aimerais qu'on se focalise sur les multinationales parce que ce sont les entreprises qui emploient le plus de personnes et où la hiérarchie triangulaire est la plus épaisse et la plus opaque. Ces cabinets de conseil sont allés vendre du rêve à tous les DRH de toutes ces grosses sociétés. Ce qui fait que toutes ces idées-là ont très vite gangréné la plupart des grosses sociétés dans le monde. En plus de ça, ces cabinets de conseil n'ont pas hésité à faire du lobbying auprès des services publics. Ils n'ont pas hésité également à passer via les médias, via les infos sur Internet, mais également à faire du lobbying auprès des actionnaires. On va faire un petit focus sur l'actionnariat pour te faire comprendre vraiment que rien n'est dû au hasard et que tout ce que tu vois en entreprise, c'est parfaitement calculé et réfléchi. L'immense majorité de toutes ces grandes multinationales, si ce n'est la totalité, sont backées par ce qu'on appelle des grands fonds d'investissement, type Vanguard et BlackRock. Ces grands fonds d'investissement permettent à leurs actionnaires, qu'ils soient particuliers ou privés, de détenir des parts dans ces sociétés via l'intermédiaire d'ETF ou d'autres formes de produits spécifiques. Ces mêmes fonds d'investissement backent également tous ces grands cabinets de conseil et de consulting. Et il faut comprendre quelque chose, c'est qu'ils forcent la main à toutes ces multinationales pour faire appel à tous ces cabinets de conseil et de consulting. Ils les facturent volontairement très très cher pour qu'au final tout ça remonte via les fonds d'investissement et puisse être profitable à tous ces actionnaires. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que ça continue de fonctionner. En 2023, on parle de plus de 60 milliards de dollars concernant le corporate wellness. D'après une étude de la Global Wellness Institute, c'est monumental, c'est une industrie. Ils sont pas là pour faire des actions humanitaires. Je peux t'assurer que pour l'immense majorité d'entre eux, le bonheur et le bien-être de leurs salariés, ils s'en soucient très très peu. Ce qui les intéresse, c'est la rentabilité. Ici, je t'ai listé les 4 principales dérives de cette mascarade organisée en entreprise. Pour la première des dérives, je vais te soulever une question philosophique, mais je ne vais pas t'apporter de réponse. Tout simplement parce que déjà, le bonheur, quelle est la définition du bonheur? Aujourd'hui, les principaux cerveaux, les principaux experts sur la question, n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la définition du bonheur. Tout simplement parce que le bonheur est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'aspect subjectif et personnel des individus. Quelqu'un qui vient te dire « je vais te rendre heureux, je vais t'apporter du bonheur, je vais t'apporter du happiness dans ton travail », déjà ça doit te faire tilt, parce que tu ne peux pas venir prétendre rendre les gens heureux. La deuxième question que j'aimerais soulever, c'est qui a dit qu'il fallait être heureux au travail? Pourquoi est-ce qu'on devrait être absolument heureux au travail? Il y a des personnes, bien évidemment, qui ont la chance de faire un métier qui leur plaît, un métier passion. Et ils ont énormément de chance. Pour l'immense majorité des salariés et des gens qui bossent, le travail, c'est ni plus ni moins qu'un moyen de subsistance pour survivre. Si quelqu'un est heureux d'un point de vue personnel, j'ai envie de te dire, son bonheur au travail, il en a limite strictement rien à cirer. Parce qu'il éteint son cerveau. Il vient travailler, il fait ce pourquoi il est payé, puis il rentre à la maison. Donc du coup, en fait, quel est le but et l'objectif derrière tout ça? C'est qu'ils veulent faire culpabiliser les salariés qui ne se sentent pas heureux au travail. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui dire tout de suite, dès le départ, regarde, on a mis en place énormément d'actions pour vous rendre heureux, des baby-food, on vous a mis des open space, on vous a mis des coins repos, on vous a proposé des séances de yoga. Si tu n'es pas heureux, c'est que le problème vient de toi. Ils veulent lisser parfaitement les salariés, faire que tous les salariés soient moulés dans un seul moule. Donc si demain tu oses ne serait-ce que remettre en question cette idéologie-là, on va te dire tu dois aller consulter un coach en développement personnel parce que ton énergie négative, elle déteint sur toute l'équipe.
Voilà ce qu'ils veulent, avec cette idéologie du bonheur et du happiness et du happy work. Et donc du coup, tout ceci nous amène à la dérive numéro 2, à savoir le fait que toutes ces idéologies ne sont rien de plus qu'un outil de contrôle supplémentaire pour les organisations. Ils veulent créer une atmosphère tellement agréable que plus personne ne voudra partir. Une sorte de prison dorée où, étant donné que tout le monde acquiesce sans rien dire par peur de dire les choses, parce que si jamais demain il y en a un qui ose remettre en question les décisions de l'organisation, il sera tout de suite considéré comme le vilain petit canard, celui qui apporte de l'énergie négative à l'équipe, et donc celui qu'il faut éliminer. Donc tout le monde la met en veilleuse, quand bien même il y a des décisions stratégiques qui risquent de mener un projet à l'échec, tout le monde acquiesce sans rien dire. Ok chef, t'as raison, il n'y a pas de souci, moi tout va bien pour moi. C'est de la psychologie inversée, du contrôle extrêmement vicieux et stratégique. Il est là l'objectif aussi. Troisième des dérives, c'est que malheureusement, on pousse les managers à être des psys malgré eux. On enjoint littéralement les managers à essayer de résoudre les problèmes psychologiques des salariés, alors que c'est absolument pas leur cœur de métier. Un manager, c'est un manager. C'est celui qui doit encadrer l'équipe, faire monter en compétence les salariés et les aider à développer leur plein potentiel pour atteindre des objectifs. C'est pas son rôle de jouer le psychologue. Il y a des personnes qui ont fait des études pour ça. Si le salarié ne se sent pas bien, qu'il a des problèmes personnels, le manager, bien évidemment, qui doit avoir une oreille attentive, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Bon, en aucun cas, il ne doit apporter de réponse ou de solution au salarié. Le salarié doit aller consulter un professionnel de santé. Alors pourquoi est-ce que les organisations poussent les managers, justement, à jouer le rôle de psychologue? Parce qu'aussi, à un moment donné, les managers n'osent pas dire non, à cause de tout ce que je viens de t'expliquer là. Et qu'est-ce qui se passe au final? Qui est-ce qui a besoin d'aller voir un psy à la fin? C'est le manager, parce que à force d'écouter les problèmes de tous les autres, et de vouloir aider tout le monde, c'est lui qui finit en burn-out, surcharge de travail, surcharge émotionnelle, et c'est lui qui se met au final à aller voir un psychologue. Et enfin, la dernière des dérives, c'est que tout cela conduit inéluctablement au nivellement par le bas dans les organisations. C'est-à-dire que plutôt que de traiter le problème qui est purement organisationnel et lié à l'incompétence des salariés et des managers et des organisations, on se contente d'effleurer le problème en surface. D'accord? On va leur dire, allez, on va faire des séances de yoga, des ateliers de respiration, on va mettre en place un baromètre du bonheur bien hypocrite avec toutes les équipes. À la fin de chaque semaine, on doit, soi-disant, mettre des smileys pour dire si tout le monde était heureux. Mais à quoi ça sert? Parce qu'au final, est-ce que le problème, il est traité en profondeur? Absolument pas. Et tu vois plein d'entreprises et plein d'équipes où tu as les salariés qui commencent à péter un câble parce que les managers sont tout simplement incompétents et que les organisations n'écoutent pas les salariés. Selon une étude Gallup parue en 2023, plus de 87% des salariés sont désengagés en entreprise. J'ai envie de te dire encore heureux qu'ils sont désengagés parce que personne ne les écoute. C'est la logique des choses et j'ai envie de te dire c'est le juste retour de bâton. La première des choses, c'est keep eyes open. Garde les yeux ouverts, essaie d'interagir et de réfléchir de manière intelligente. Quand on te vend quelque chose qui est trop beau, en général, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc en entreprise, quand on fait tout un pataquès marketing autour de toutes ces idéologies-là, c'est qu'à un moment donné, il y a anguille sous roche. Donc c'est à toi aussi de faire preuve d'un esprit d'analyse comme on a pu le faire aujourd'hui, de prendre conscience que tout ça, ça existe, que le monde de l'entreprise, c'est littéralement The Truman Show. C'est le monde de l'hypocrisie, le monde de façade. Dans les grosses sociétés, c'est comme ça que ça fonctionne. La seule chose que tu peux faire, toi, de ton côté, c'est de ne pas justement faire partie de ce conformisme. Dire non, c'est pas être le vilain petit canard. Non. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je suis en droit légitime de dire non à partir du moment où l'argumentaire est fait de manière logique et saine. Plus tu restes dans ce conformisme, plus malheureusement tu vas t'embourber là-dedans. Alors, comme je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, la clé, c'est être crédible et légitime. Si tu veux pouvoir argumenter et qu'on t'écoute, tu dois avoir une sorte de crédibilité en entreprise. Quelque chose où, voilà, tu es un expert dans ton domaine, quand tu ouvres la bouche, normalement on entend et on écoute ce que tu as à dire. C'est super important. Et surtout, reste factuel. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, documente les choses. Prouve par A plus B, monte un dossier pour expliquer que ce qui a été mis en place, ça ne fonctionne pas. Et j'ai envie de te dire aussi, à la fin, pour terminer, c'est de choisir tes combats. Si tu es dans une entreprise qui ne veut rien écouter, qui ne veut rien entendre, qui est persuadé d'avoir raison, pars. L'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. N'écoute pas ceux qui te disent que l'herbe est pas plus verte ailleurs. C'est faux. Il faut savoir chercher les bons pâturages. Et en général, ils se trouvent pas forcément dans l'environnement où tu tournes.
Keep eyes open, essaye de regarder dans d'autres pays, des pays qui prônent la méritocratie. Ne perds pas de temps avec des gens qui ne méritent absolument pas ton temps. S'il fallait retenir ne serait-ce qu'une seule chose de cette analyse, c'est que le bonheur et le bien-être au travail tel qu'il nous l'est vendu aujourd'hui n'est rien de plus qu'une façade marketing qui profite à énormément de personnes. C'est en aucun cas une avancée managériale ou une progression managériale. Tu sais, les salariés, ils ne recherchent pas le bonheur au travail. Ils recherchent 3 choses. La première chose, c'est du respect. La deuxième chose, c'est qu'ils soient rétribués à leur juste valeur, à hauteur de la performance et de la productivité qu'ils apportent à la société. Et la troisième des choses, c'est qu'on arrête de les prendre pour des cons. Tout simplement, ils demandent un management qui est compétent, un management qui est clair, structuré, qui est normalement exigeant, bien évidemment, parce qu'il faut atteindre des résultats, mais aussi un management qui est connecté à la réalité du terrain et qui est humain, sans rentrer dans une sorte de pièce de théâtre basée sur fond d'hypocrisie. Voilà ce que demandent les salariés. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre la performance opérationnelle. Et c'est pas en faisant miroiter monts et merveilles aux salariés. Cette vidéo touche à sa fin. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bon management.